abonnez-vous, tous abonnez massivement na TV. Bagaga sika, ba théâtre sika, na ndenga poto. Hey, chaîne ya kamoko. Awa, boss abonné. Nyonso ko nikoza pe na posa moi sport na yo binga kana numéro s'afficher to salela yo ango. Ngai moko franco na bango na koti makambo. Est-ce bino to sabo. Pesa mutu conseil ya mabete, mais ele kande mulaite. Ele ka mulaite. Abonnez-vous massivement. Na ndenga poto awa nde. Dans le village de Kouji, la vie suit le cours d'un fleuve lent. Les garçons grandissaient pour devenir fermiers, pêcheurs ou charpentiers, comme leur père. Après l'école secondaire, les filles se mariaient jeunes et fondaient une famille, cuisinant et s'occupant de leurs enfants. Les habitants de Kouji ne connaissaient pas l'université. C'était un rêve dont ils n'avaient jamais entendu parler. Pour eux, l'éducation se terminait après l'école secondaire, et c'était suffisant. Les parents étaient heureux tant que les enfants savaient lire et écrire. Ils ne demandaient pas plus parce qu'ils n'en savaient pas plus. La vie au village était stable, comme le soleil qui se lève et se couche chaque jour. Il en avait toujours été ainsi, depuis des années. Mais quelque chose se préparait, quelque chose qui allait ébranler la vie tranquille de Kouji. Un changement était dans l'air, comme une tempête sur le point d'éclater. Le village ne le savait pas encore, mais la vie ne serait plus jamais la même. Par une belle journée ensoleillée, le village de Kouji s'est mis à bruire d'excitation. Un groupe d'étudiants de la ville est venu de très loin pour faire une excursion. Ils sont arrivés avec de grands sourires, des vêtements élégants et des chaussures brillantes. Les villages n'avaient jamais rien vu de tel. Les élèves marchaient la tête haute, tenant leurs livres d'une main et parlant de la vie en ville. Leurs paroles sonnaient comme de la musique aux oreilles des villageois. Regardez comment ils marchent, chuchotent les villageois, regardez comment ils parlent. Les élèves leur ont montré beaucoup de choses étranges et intéressantes. Ils ont parlé des grosses machines utilisées en ville, des machines qui permettent de construire des maisons et de faciliter l'agriculture. Ils ont montré aux villageois comment ils étudiaient à l'aide de ces machines. Tout le monde avait les yeux écarquillés par l'émerveillement. Le chef, debout avec sa canne, n'en revenait pas. Il regarda les élèves et se dit, c'est ainsi que nos enfants devraient être. Tout le village pensait la même chose. Pour la première fois, l'idée d'envoyer leurs propres enfants à l'université en ville leur a traversé l'esprit. Les étudiants de la ville ne sont restés que peu de temps, mais ils ont laissé quelque chose derrière eux, de l'espoir. Les villages rêvaient désormais d'un avenir où leurs enfants dépasseraient le village, l'école secondaire, et atteindraient quelque chose de plus grand. Ils voulaient que leurs enfants portent des vêtements élégants, qu'ils marchent droit et qu'ils deviennent sages, tout comme les étudiants de la ville. Les villages se sont rassemblés sous le grand arbre Iroko pour parler de leurs nouveaux rêves. Les hommes se frottaient le menton, les femmes chuchotaient entre elles et les enfants étaient assis tout près, écoutant les yeux écarquillés. Ils sont tous d'accord pour dire qu'un enfant doit aller à la ville et apprendre les coutumes du monde. Mais qui seraient ceux? Ils regardèrent autour d'eux, réfléchissant longuement, puis quelqu'un prit la parole, Folake, et les autres acquiescèrent, car tout le monde savait que Folake n'était pas une fille ordinaire. Sa beauté était comme le soleil qui brille après la pluie, brillante et pure. Elle était également intelligente, avec des yeux rapides qui remarquaient tout. Elle était gentille, aidait toujours sa mère, riait toujours, faisait toujours sourire les anciens. Oui, Folake, dirent-ils, la voix de plus en plus forte. C'est elle qui fera la fierté de Kouji. Les villages rassemblèrent donc leurs cadeaux pour le voyage de Folake. Les femmes emballèrent de la nourriture, des ignames séchés, du poivre moulu, un peu d'huile de palme. Les hommes ont sorti le peu d'argent qu'ils avaient. Tous les cubots qu'ils pouvaient épargner. Et comme une rivière débordant d'amour, ils l'ont comblé de bénédictions. Les vieilles femmes placèrent leurs mains sur sa tête, lui murmurant des mots de force et de protection, remplissant son cœur de courage. « Va, Folake, lui dirent-elles, souviens-toi de nous, rends-nous fiers. » Et c'est avec les espoirs et les rêves de tout le village que Folake a quitté Kouji. Son petit sac serré contre elle, son esprit bourdonnant de pensée pour la ville. Pendant qu'elle s'éloignait, les villages la regardaient,
la saluant et essuyant des larmes, la renvoyant avec tous leurs rêves sur ses petites épaules. Lorsque Folake entra dans la ville, elle eut l'impression de pénétrer dans un tout nouveau monde. Les bâtiments s'élevaient comme des arbres géants, les voitures filaient comme des oiseaux et les rues étaient pleines de gens, chacun avec son propre chemin et son propre but. Folake a les yeux écarquillés d'émerveillement et le cœur battant à la fois d'excitation et de peur. L'école est un endroit étrange au début, mais Folake apprend vite. Elle étudie avec acharnement, lève toujours la main et écoute attentivement. Rapidement, ses professeurs ont remarqué son esprit vif et ses camarades de classe ont vu son sourire bienveillant. Elle n'était plus seulement une jeune fille venue d'un village lointain. Elle est devenue leur amie. Folake a rencontré une fille nommée Toshi, qui est devenue sa meilleure amie. Toshi connaissait les moindres recoins de la ville et montra à Folake le chemin à suivre. Elle lui apprit quels chemins emprunter, quels aliments manger et même comment éviter les nombreux dangers de la ville. Avec Toshi à ses côtés, Folake se sentait un peu plus à l'aise. Mais la vie en ville n'était pas facile. Le village de Folake envoyait peu d'argent. Juste de quoi acheter quelque chose. Certains jours, elle se couchait avec l'estomac qui gargouillait, l'esprit tourné vers Kuji, où sa famille et le village avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour la soutenir. Je ne dois pas les décevoir, se murmurait-elle chaque soir, s'accrochant au petit espoir qu'ils avaient placé dans son cœur. C'est ainsi que Folake poursuivit son chemin, conciliant les défis de la ville et les rêves de son village. Son esprit est aussi fort qu'un jeune arbre qui oscille mais ne se brise pas. Au début, Folake pensait que sa nouvelle école était remplie de visages aimables comme celui de son ami Toshi, mais elle a vite appris que tous les visages n'étaient pas souriants. Certains élèves, en particulier ceux qui portaient des chaussures cirées et des vêtements élégants, ont commencé à remarquer que Folake s'habillait différemment. Elle portait ses robes simples d'Ankara, dont chaque point rappelait son village, sa famille, son peuple. Pour elle, c'étaient des vêtements de fierté, mais pour eux, ils étaient étranges et déplacés. Ils commencèrent à chuchoter lorsqu'elle passa devant eux, leur voix aiguisée comme des épines. « Regardez-la » murmurait-il. Ce n'est qu'une villageoise. Certaines filles riaient derrière elle, se couvrant la bouche de leurs mains manucurées. Ne sait-elle pas comment s'habiller en ville? Chaque mot pique comme un dard d'abeille, petit mais perçant. Folake essayait de garder la tête haute pour ignorer leurs rires et leurs paroles blessantes. Elle marchait rapidement, espérant que la journée se terminerait bientôt, que le lendemain serait meilleur. Mais chaque jour, les murmures se font plus forts et les rires se transforment en railleries. Ils commencèrent à l'appeler Village Girl comme si c'était son nom, chaque mot résonnant dans son esprit. Certains garçons la taquinaient aussi, se poussant du coude et se moquant d'elle lorsqu'ils la voyaient dans ses simples vêtements. Ils lui barraient le chemin, le regard froid. « Retourne d'où tu viens, » disait-il en ricanant, « tu n'as rien à faire ici. » Le cœur de Folake s'est alourdi et la solitude l'a enveloppé comme une ombre qui ne voulait pas partir. Mais Folake n'est pas étrangère aux épreuves. Elle serra le poing, se rappelant le village qui lui avait fait confiance, les gens qui l'avaient envoyé avec rien d'autre que de l'espoir. Pourtant, le fardeau s'alourdit de jour en jour, et Folake commença à se demander si la ville n'allait pas briser son esprit. La lumière qui brillait autrefois dans ses yeux s'estompait, comme si les ombres de la ville l'engloutissaient tout entière. Au fil du temps, Folake ne put s'empêcher de remarquer quelque chose d'étrange chez son ami Toshi. Bien que la famille de Toshi n'ait pas grand-chose, elle semblait toujours avoir de l'argent, de nouvelles chaussures, des ankas et les dernières robes. Folake, qui comptait chaque pièce et se battait pour acheter les plus petites choses, se posait des questions. Un après-midi, Folake regarda Toshi, sa curiosité débordant enfin. « Toshi, demanda-t-elle d'une voix douce, comment fais-tu pour acheter toutes ces choses? Où trouvez-vous l'argent? » Toshi se contente de rire, d'un son léger et rapide, balayant la question d'un geste de la main. « Ah, Folake, ne t'inquiète pas, dit-elle en souriant. Juste un peu d'agitation ici et là. » Mais l'esprit de Folake ne pouvait se reposer. Elle observait Toshi lorsqu'elle disparaissait le soir, habillée avec un peu plus de soin, les yeux brillants et secrets. Et à chaque fois, la curiosité de Folake s'aiguisait, comme le tranchant d'un couteau. Folake essaya encore de poser la question à Toshi, mais son ami se contenta d'en rire une fois de plus, en disant « Un jour, tu comprendras, Folake », et sur ce,
elle changea de sujet, laissant les questions de Folake sans réponse. Pourtant, le mystère de l'activité de Toshi planait dans l'esprit de Folake comme une ombre, l'amenant à se demander ce que la vie en ville pourrait exiger d'elle par la suite. Les jours se sont transformés en semaines, et de temps en temps, Folake posait à nouveau la question, espérant que son ami lui révèle le secret. Mais à chaque fois, Toshi se mettait à rire et à balayer la question d'un revers de main, comme s'il s'agissait d'un mystère destiné à rester caché. « Profite, Folake, disait-elle, ne t'inquiète pas de savoir comment je gagne mon argent, mais Folake ne pouvait pas ignorer l'idée qui lui trottait dans la tête. Il y avait une ombre, un soupçon de quelque chose d'inconnu, et elle commençait à grandir, se répandant comme un nuage sombre. Que cachait Toshi, et comment parvenait-elle à vivre si confortablement alors que Folake luttait seule dans les moments de calme pour donner un sens à tout cela? La question suivait Folake comme un écho, un secret à moitié dit, s'attardant dans le silence. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était que le début de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore voir, quelque chose de caché au cœur de la ville. Le temps s'écoula comme du sable entre ses doigts, et la petite réserve d'argent de Folake se retrouva bientôt à sec. Les exigences de la ville étaient sans fin, et chaque jour, la faim rongeait Folake, lui rappelant que le peu qu'envoyait son village n'était jamais suffisant. Son estomac grondait comme un animal agité, le mal s'amplifiant à mesure que son espoir s'évanouissait. Le soir, elle s'asseyait seule dans sa petite chambre, une simple bougie éclairant ses lettres. « Maman, papa », écrivait-elle avec des mains tremblantes, « les choses sont dures ici. Je ne veux pas être un fardeau, mais c'est tellement différent en ville. » Elle envoyait les lettres dans l'espoir que ces mots apporteraient un peu plus d'aide. Mais Kujia est un village pauvre. Ils envoyaient ce qu'ils pouvaient, de petits colis contenant du poisson séché ou quelques pièces de monnaie. Les lettres de sa mère étaient pleines d'amour et d'inquiétude, mais Folake savait que sa famille était à bout de souffle rien que pour la soutenir. Les jours se sont transformés en longues semaines affamées. Elle pouvait à peine se concentrer en classe, son esprit dérivant comme de la fumée, trop faible pour garder ses pensées stables. Son estomac grondait pendant les cours, chaque son étant aussi fort qu'un coup de tonnerre, mais elle s'efforçait de rester assise, ignorant les rires de ses camarades de classe. Folake savait qu'elle ne pouvait pas laisser tomber le village, mais son esprit se brisait lentement, morceau par morceau. Les nuits devenaient plus froides, la ville plus sombre, et le poids de ses difficultés pesait sur elle comme une pierre invisible, lourde et implacable. Et au milieu de tout cela, le rire de Toshi résonnait dans son esprit, l'ami qui avait de l'argent facile, un secret caché et aucun souci. Le cœur de Folake se tordait, pris entre la fierté et le goût amer de l'impuissance. Une nuit, alors que Folake était allongée sur son mince matelas, l'estomac vide et douloureux, elle atteignit un point de rupture. Elle ne pouvait plus ignorer la faim qui la tenaillait, lui rappelant constamment à quel point la vie en ville était devenue difficile. Le lendemain matin, les yeux fatigués et le cœur lourd de honte, elle retrouve Toshi devant l'école. « Toshi, s'il te plaît », chuchota-t-elle, la voix tremblante. « J'ai besoin de savoir. Laisse-moi travailler avec toi, quoi que ce soit. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. » Toshi regarda son amie d'un air sérieux, son sourire s'estompant lorsqu'elle réalisa à quel point Folake était désespérée. « Folake, commença-t-elle lentement, es-tu sûre? Ce n'est pas un travail comme les autres. C'est différent. » Mais les yeux de Folake étaient résolus, son besoin était trop grand pour faire marche arrière maintenant. « Je m'en fiche, dit-elle fermement, d'une voix plus ferme qu'elle ne le sentait. « Montre-moi. Je n'ai pas le choix. » Après une longue pause silencieuse, Toshi acquiesça enfin. Elle conduisit Folake dans un coin tranquille où les lumières de la ville projetaient de faibles ombres. « Écoute, Folake, ce n'est pas quelque chose que tu partages avec qui que ce soit. C'est un moyen de gagner de l'argent rapidement, mais ce n'est pas ce à quoi tu t'attends. » Et c'est là, à voix basse, que Toshi révèle la vérité. Le cœur de Folake s'emballa et son pouce accéléra lorsqu'elle comprit ce que disait son ami. Ce n'était pas le type de travail qu'elle avait imaginé. C'était quelque chose d'étranger, de dangereux, quelque chose que les villages n'approuveraient jamais. Mais pour la chance, usée par la faim et les privations, elle acquiesça sans un mot. « Je vais le faire », murmura-t-elle, d'une voix calme mais déterminée. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit un léger soulagement, bien qu'il fût assombri par une obscurité grandissante dans son cœur.
Son chemin était en train de changer, elle le sentait, mais elle ne pouvait plus faire marche arrière. Ce soir-là, Toshi apporta à Folake une robe qui scintillait comme les étoiles, une robe qui lui donnait l'impression d'appartenir à la ville elle-même. Toshi lui peignit le visage avec des couleurs que Folake n'avait jamais portées auparavant. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle reconnut à peine la fille qui la regardait. « Tu es parfaite », dit Toshi en hochant la tête, son sourire rassurant mais distant. Folake suivit son ami dans un bar où les lumières étaient vives et où la musique battait à tout rompre. L'air était chargé de rires et de bavardages, des inconnus passant d'une table à l'autre. Toshi la guida à travers tout cela, lui montrant comment parler, comment rire, comment charmer. Et Folake, nerveuse mais déterminée, a suivi chaque pas, chaque murmure des paroles de Toshi. Au cours de la soirée, Folake s'est retrouvée assise avec un homme qui lui a remis de l'argent, plus qu'elle n'en avait jamais eu dans sa vie. Elle s'était amusée avec l'homme un peu plus tôt, le satisfaisant dans la pièce. Les pièces glissèrent dans sa paume comme un cadeau venu d'un autre monde, leur poids l'emplissant d'une étrange sensation nouvelle. Elle était venue ici avec la faim au cœur, mais elle ressentait maintenant quelque chose d'autre, proche de l'excitation. Lorsqu'elle quitta le bar ce soir-là, les poches pleines, la lumière de la ville lui parut plus brillante, ses soucis plus lointains. Elle dépensa sans compter pour acheter de la nourriture et des friandises qu'elle n'avait fait que rêver de goûter. Pendant un instant, elle oublia tout, son village, ses promesses, l'espoir qu'elle avait porté. Tout ce qu'elle connaissait, c'était le frisson de sa nouvelle vie, un goût de liberté aussi doux que le miel. Folake est entrée dans un monde éblouissant et dangereux, un monde qui l'a fait se sentir vivante. Elle ne le savait pas encore, mais à chaque pas qu'elle faisait, elle laissait derrière elle la fille de Kuji, celle qu'ils avaient envoyée avec tant d'espoir. Un matin, Folake revient de la somptueuse maison d'un homme riche avec lequel elle a passé la nuit précédente. Son corps est lourd, une douleur profonde s'installe dans ses os et sa peau semble brûler. Elle se dit qu'il s'agissait d'une maladie bénigne, juste l'épuisement de la fin de soirée, pensa-t-elle, et peut-être un peu de fièvre. Elle se glissa dans l'espoir que le repos atténuerait l'étrange faiblesse qui s'accrochait à elle comme une ombre. Mais lorsque Folake se réveille, la faiblesse est toujours là. Les jours passent et elle est de plus en plus fatiguée, son corps semblant échapper à son contrôle. Ses amis s'en aperçurent également, et leurs rires se transformèrent en inquiétude. Ils lui apportèrent de la nourriture, des médicaments, tout ce qu'ils pensaient pouvoir l'aider, mais ses forces continuaient à s'évanouir comme de l'eau, glissant entre ses doigts. Puis, quelque chose d'encore plus étrange a commencé à se produire. Son ventre a commencé à gonfler. Au début, elle pensait que ses yeux lui jouaient des tours, mais ils s'arrondissaient de jour en jour, se durcissant comme un pot d'argile. Ses bras et ses jambes, en revanche, sont devenus minces, frêles comme des brindilles. Les autres filles murmurent que leurs visages sont pâles de peur. C'est comme quoi Shoko, murmura l'une d'elles en secouant la tête. Mais comment ? Elle mange plus que jamais. Forlu qui elle-même avait peur. Elle toucha son ventre gonflé, appuyant doucement comme si elle essayait de comprendre cet étrange changement. Elle sentait ses os percer la peau ailleurs, ses joues se creuser, ses yeux devenir grands et distants, et pourtant son ventre continuait à grossir comme s'il contenait quelque chose de bien plus sombre que la faim. Ses amis firent tout ce qu'ils purent. Ils apportèrent des herbes, des spécialités et des médicaments dont ils avaient entendu dire qu'ils pouvaient guérir presque tout. Ils veillent sur elle, espérant chaque matin la voir s'asseoir avec un sourire. Ses forces reviennent. Mais quoi qu'il fasse, Lake ne fait que s'affaiblir. Sa peau perdit son éclat, ses cheveux devinrent ternes et ses yeux, autrefois brillants, semblèrent fatigués, lourds d'une ombre qu'aucun repos ne parvenait à dissiper. Les jours se transformèrent en semaines, et ses amis eurent bientôt épuisé tous les remèdes qu'ils connaissaient. Les médecins de la ville secouaient la tête en disant « Il n'y a rien à faire ». Et lentement, même ses amis commencèrent à s'éloigner, effrayés par ce qu'ils ne comprenaient pas. Folake est resté seul, sentant sa vie lui échapper de plus en plus, comme une rivière qui coule hors de sa portée. Désespérés et terrifiés, ils ont fait un choix. « Nous devons la ramener au village », murmurent-ils entre eux, hochant la tête avec détermination. Ils la ramèneront à Kuji, le village qui avait autrefois rempli son cœur de force et d'espoir. C'était le seul endroit qui pouvait la sauver, le seul endroit où une solution pouvait être trouvée.
C'est donc le cœur lourd qu'ils soulevèrent le corps frêle et rétréci de Folakay, qu'ils recouvrirent d'une couverture et qu'ils partirent pour Kouji, en espérant que son peuple comprendrait. Les amis de Folakay sont arrivés à Kouji par un matin gris et brumeux, la portant aussi délicatement qu'une poupée fragile. Les villages qui avaient attendu son retour avec impatience se rassemblèrent, les visages remplis d'impatience. Pendant des mois, ils avaient rêvé de ce jour, imaginant Folakay revenir comme un grand symbole de la fierté du village, une jeune femme transformée par la ville, portant peut-être même des vêtements qui brillaient comme les lumières de la ville. Mais ce qu'ils virent les laissa silencieux, leurs espoirs tombant comme des pierres. Folakay était à peine reconnaissable. Son visage, autrefois magnifique, était pâle et creux, son corps, frêle et mince, comme si elle n'avait pas mangé depuis des semaines. Son ventre était gonflé et rond, comme une moquerie tordue de la santé, et ses yeux avaient un regard terne et distant qui semblait perdu dans une tempête invisible. La jeune fille autrefois pleine de vie qui était partie avec les espoirs du village ressemblait désormais à un fantôme revenu d'un endroit sombre. Les amis de Folakay, évitant le regard interrogateur du villageois, expliquent rapidement que Folakay est tombée malade, que la vie urbaine a fait des ravages et qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre que de la ramener à la maison. Ils n'ont pas donné plus de détails, pas même la vie qu'ils allaient lui faire découvrir. Sans un autre regard, ils tournèrent les talons et partirent, se dépêchant de retourner dans le monde qu'ils connaissaient. Laissant derrière eux le destin de Kouji et de Folakay. Les villages les regardaient, choqués et attristés, murmurant entre eux, la confusion et la tristesse se mêlant dans leur voix. Ce n'est pas notre Folakay, chuchota quelqu'un, qui avait du mal à croire ce qu'il voyait. Ses parents s'avancèrent, tremblants, et s'agenouillèrent près de sa frêle silhouette, les larmes aux yeux. Ils avaient envoyé une jeune fille forte avec des rêves aussi vastes que le ciel, et maintenant devant eux se trouvait l'ombre de cette même enfant, brisée, faible et silencieuse. Le village s'est donc rassemblé autour d'elle en silence, chacun luttant contre l'incrédulité et le chagrin. Falak était allongé sur une natte tissée sur la place du village, entouré de visages familiers, tous empreints d'inquiétude. Son corps frêle frissonna tandis qu'elle regardait autour d'elle, voyant la chaleur et la tristesse dans les yeux des gens qui l'avaient envoyée dans la ville avec tant d'espoir. Les lèvres tremblantes, elle parla, sa voix étant à peine un murmure, mais portant le poids de 1000 regrets. La vie en ville était dure, commença-t-elle, les yeux fixés sur le sol. L'argent que tu envoyais ne suffisait jamais. J'ai essayé de me débrouiller. Mais la faim est devenue mon ombre constante. Sa voix se fissure à mesure qu'elle poursuit chaque mot, la coupant comme un couteau. J'ai rencontré un ami, Toshi, qui m'a montré un moyen de survivre. Mais c'était un chemin que je n'aurais jamais dû emprunter. J'ai oublié mon but. Je vous ai oublié, vous qui croyez en moi. J'ai choisi le mauvais chemin. Tandis que sa confession emplit l'air, les villageois l'écoutent, leur visage exprimant à la fois la tristesse et la compréhension. Les larmes glissaient sur ses joues, chacune d'entre elles scintillant comme des espoirs déçus. Je vous ai tous déshonorés, murmura-t-elle, et j'ai jeté l'opprobre sur ma famille, sur notre village. Les anciens s'avancèrent, le visage sévère, mais les yeux doux, empreints de la sagesse des années. La plus âgée d'entre elles, Anna, posa une main douce sur la tête de Falak. Il parla d'une voix grave et posée. Ce dont tu souffres maintenant n'est pas une simple maladie pour la Chi. Ce n'est pas un remède, ce n'est pas une simple maladie. Tu es enceinte d'un enfant conçu en dehors du mariage. C'est la malédiction de la tradition de notre village. Une punition pour avoir rompu le lien sacré. Les villageois murmurent doucement, hochant la tête pour comprendre le ventre gonflé de Forlock, son corps qui s'affaiblit. Tout cela faisait partie des anciennes conséquences. L'une d'entre elles, connue de tous les garçons et filles élevés dans la tradition, était claire. Si une jeune femme devenait vierge ou tombait enceinte en dehors du mariage, ce dont Folakay est maintenant victime, après avoir couché avec des hommes dans la ville, son corps souffrirait. Son esprit s'affaiblirait pour rappeler l'honneur et les valeurs du village. Mais l'aînée Enna poursuit, la voix posée et calme. Il existe un remède au manque. Le village a déjà connu de tels chagrins, et nous connaissons les moyens de guérison. Le chemin du retour à la santé ne sera pas facile. Mais si vous le voulez, vous pouvez retrouver la santé. Falak leva les yeux vers les anciens, ses yeux débordant à la fois d'espoir et de honte. Elle acquiesça,
reconnaissante d'avoir la chance de se racheter pour la compréhension qu'elle avait dans leurs yeux. Les villageois se rassemblèrent autour d'elle, le cœur rempli de compassion, prêts à l'aider à retrouver son chemin. Les herboristes du village se rassemblèrent autour de Phalak, murmurant des prières tout en préparant des herbes et des potions. Leurs mains bougeaient doucement, avec le soin que l'on apporte chaque jour à une fleur délicate. Elles appliquèrent des racines et des feuilles imbibées d'huile spéciale, massèrent son ventre gonflé, murmurant des paroles de guérison pour guider son esprit vers la force. Phalak resta immobile, leur faisant confiance, sentant la chaleur revenir dans ses os comme la lumière du soleil après une longue tempête. Son corps frêle remplit ses yeux, retrouvant la lumière qu'il contenait autrefois. Elle commença à prendre soin d'elle, mangeant les repas nourrissants préparés par sa mère et écoutant les conseils des aînés sur la façon de prendre soin de la vie qui grandissait en elle. Ils lui ont appris à bercer son ventre avec amour et respect, à parler doucement à son enfant à naître, à faire la paix avec le chemin qui l'avait ramené chez elle. Les mois passèrent et le jour arriva enfin. Sous la lune, Phalak donna naissance à un petit garçon. Ses cris remplissent l'air comme un chant de nouveau départ. Les villageois se rassemblèrent, offrant des bénédictions et des prières pour l'avenir de l'enfant. Phalak le serra contre elle, son petit visage lui rappelant tout ce qu'elle avait enduré et la promesse de tout ce qu'elle deviendrait. Elle l'a appelé Ayodel, ce qui signifie que la joie est revenue à la maison, car il n'était pas seulement son fils, mais aussi sa rédemption. À mesure que les saisons changent, Pholakay devient déterminée à terminer ce qu'elle avait entrepris avec son fils dans les bras. Elle s'est jurée de retourner à l'école, cette fois avec un esprit renouvelé et un cœur plein de détermination. Ses journées étaient longues pour concilier études et maternité, mais elle n'a pas faibli. Elle travaillait sans relâche, chaque petite victoire étant un pas vers la vie dont son village avait rêvé pour elle. Les années passent et le travail acharné de Phalak porte ses fruits. Elle est devenue une femme respectée, connue non seulement pour son intelligence, mais aussi pour sa force et sa résistance. Lorsqu'elle est finalement revenue à Kogé, non pas comme une âme perdue, mais comme une femme qui avait surmonté ses épreuves, le village a fait la fête. Ils ont rendu hommage à son courage et à la force dont elle a fait preuve face aux épreuves. Ils ne la considèrent pas comme une jeune fille qui s'est égarée, mais comme une femme qui a appris et grandi. L'histoire de Pholakay est devenue un conte transmis d'une génération à l'autre, un rappel de l'importance du courage, de la résilience et des secondes chances. Le village, autrefois calme et simple, porte désormais son histoire comme un joyau précieux. Une leçon pour tous les jeunes qui suivraient un jour leur propre chemin. Au fil des ans, les habitants de Kouji ont prononcé son nom avec fierté. Car Pholakay était devenu le symbole de leurs espoirs et de leurs rêves, un phare de la force qui vivait dans chaque cœur. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris de cette histoire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires enchanteresses comme celle-ci. Nous vous remercions. Ah, mes chers petits-enfants, rassemblez-vous, dit grand-mère, ses yeux scintillant comme des étoiles dans le ciel nocturne. J'ai une histoire spéciale à partager avec vous ce soir, une histoire qui se transmet dans notre famille depuis des générations. C'est l'histoire d'une belle et courageuse jeune fille nommée Abena et d'un mystérieux python qui a un secret. Cette histoire, qui se déroule dans un village semblable au nôtre, n'est pas seulement une aventure, mais aussi une leçon sur ce qui se cache dans le cœur d'une personne. Alors, blottissez-vous contre nous et voyageons ensemble dans cette histoire magique où l'amour et la gentillesse révèlent leur véritable pouvoir. Dans un petit village niché entre des collines ondulantes et des rivières sinueuses, vivait un fermier et sa femme. Ils eurent la chance d'avoir une fille, Abena, dont la beauté était aussi radieuse que les premières lueurs du soleil. Son rire était comme une mélodie qui s'harmonisait avec le chant des oiseaux à l'aube, et sa gentillesse réchauffait le cœur de tous les habitants du village. Au fur et à mesure qu'Abena grandissait, sa beauté et son charme s'affirmaient, et bientôt des jeunes hommes de son village et des villages voisins vinrent demander sa main. Mais Abena, dont les rêves étaient aussi vastes que le ciel, les refusa tous. Elle disait souvent, « Je n'épouserai que le plus bel homme du pays, quelqu'un de jeune et de fort qui puisse m'aimer vraiment et profondément. » La nouvelle de la beauté d'Abena et de son refus d'épouser n'importe quel prétendant local se répandit largement et attira l'attention d'un puissant python vivant dans la forêt dense entourant le village. Ce python n'était pas une créature ordinaire.
Il possédait des pouvoirs magiques et pouvait prendre n'importe quelle forme. Intrigué par l'histoire d'Abena, le python décida de se transformer en un homme grand, sombre et beau, l'incarnation même de ce qu'Abena recherchait. Son plan était de gagner le cœur d'Abena et de l'épouser, prouvant ainsi que même un python pouvait être le plus bel homme du pays. Un beau matin, le transformé, devenu un homme d'une beauté saisissante nommé Kwaku, entre dans le village. Sa présence fait sensation. Sa grande taille, ses yeux sombres et son sourire charmeur captivèrent tout le monde, en particulier Abena. Kwaku se présenta comme un voyageur venu d'un pays lointain, et bientôt, il devint un habitué du village, aidant les fermiers, jouant avec les enfants, et partageant des histoires fascinantes sur ses voyages. Abena est attiré par ce mystérieux étranger, enchanté par sa gentillesse et la sagesse de ses yeux. Au fil des jours et des semaines, Abena et Kwaku se rapprochent. Il lui apportait des fleurs exotiques de la forêt et lui racontait des histoires au clair de lune. Les villages, voyant leur affection grandissante, commencèrent à croire que Kwaku était bien l'homme qu'Abena attendait. Un jour, Kwaku demande Abena en mariage. Déchiré entre son cœur et l'aura mystérieuse qui entoure Kwaku, Abena demande conseil à ses parents. Son père, le fermier, lui dit « Abena, fais confiance à ton cœur. L'amour est un voyage plein de surprises. » Sa mère ajouta « Mais sois prudente, mon enfant. Les yeux peuvent être trompés. Regarde plus loin. » Abena passa une nuit agitée sous les étoiles. Elle réfléchit à la proposition de Kwaku. À l'aube, elle prit sa décision. Elle épouserait Kwaku, car son cœur chantait une chanson joyeuse chaque fois qu'elle était avec lui. Les préparatifs du mariage commencent, et tout le village est en effervescence. Cependant, la nuit précédant le mariage, Abena fit un rêve saisissant. Dans ce rêve, une voix douce l'avertit, « Regarde au-delà de la surface, Abena. Le véritable amour ne se limite pas aux apparences. » Le lendemain matin, Abena demanda à Kwaku, « Avant de nous marier, je veux te voir tel que tu es, sans aucun faux semblant. » Kwaku, lié par le pouvoir de l'amour véritable et la demande d'Abena, révéla sa véritable forme de python. Les villages sont choqués et effrayés, mais Abena, en regardant dans les yeux du python, voit la même gentillesse et la même sagesse qui l'ont attiré vers Kwaku. Elle comprit que l'amour n'était pas une question d'apparence extérieure, mais de connexion entre les âmes. Courageusement, Abena annonça « J'ai accepté d'épouser l'homme le plus beau qui pouvait m'aimer vraiment. Je vois maintenant que la vraie beauté se trouve à l'intérieur, je tiendrai ma promesse. » Le python, ému par l'acceptation et la compréhension d'Abena, se retransforme en beau Kwaku. Mais cette fois, la transformation est permanente. Le charme a été rompu par l'amour et l'acceptation inconditionnelle d'Abena. Le mariage a eu lieu dans la joie et l'émerveillement, et l'amour d'Abena et de Kwaku est devenu une légende dans le village. Ils ont rappelé à tous que l'amour transcende les apparences. Et que le choix du cœur est la forme la plus pure de la vérité. Les années passèrent et Abena et Kwaku vécurent une vie pleine d'amour et de bonheur. Leur histoire a été racontée et redite. Elle a été racontée dans le monde entier, enseignant aux générations le pouvoir de l'acceptation, la beauté des qualités intérieures et la magie de l'amour véritable. Dans leur petit village, entouré de collines et de rivières, ils ont prouvé que l'amour est la magie la plus puissante qui soit. L'histoire « La fille qui épousa le python » nous enseigne des leçons importantes. Elle montre que ce qui compte vraiment, c'est la gentillesse et la bonté d'une personne, et pas seulement son apparence extérieure. Elle nous dit de regarder le cœur et l'esprit des gens, et pas seulement leur visage. L'histoire nous rappelle également que les promesses sont importantes et doivent être tenues. C'est un conte qui montre que l'amour, la compréhension et le fait de voir ce qu'il y a de mieux chez les autres peuvent apporter le bonheur et changer les choses pour le mieux. Il était une fois, dans le royaume des Oto, un peuple qui vénérait un très grand arbre. La légende raconte que cet arbre était autrefois un homme puissant qui fut transformé en arbre pour protéger le village d'Anyam. Pendant des siècles, les villageois ont tout fait pour protéger et préserver le grand arbre. Ils ont fait des sacrifices d'animaux et même d'humains à ses pieds et ont organisé des festivals pour apaiser l'arbre. Pendant des années, l'arbre est resté fort, prospérant même par temps difficiles. Cependant, un matin, les villageois se sont réveillés pour constater que les branches de l'arbre avaient commencé à mourir. Tout le monde a paniqué, craignant ce qu'il adviendrait de leur village si l'arbre venait à mourir.
Les anciens du village se sont rassemblés pour réfléchir à ce qu'il fallait faire. Ils ne pouvaient pas risquer de perdre l'arbre, car cela entraînerait une grande calamité dans le village. Ils ont fait plusieurs sacrifices à l'arbre, mais rien de ce qu'ils ont fait n'a fonctionné. Cela troublait les anciens, qui étaient maintenant à court d'idées. Un ancien nommé Mahandane s'est levé pour suggérer qu'un sacrifice de sang humain pourrait être la solution à leurs problèmes. Ainsi, les anciens décidèrent de sacrifier une jeune orpheline vierge près de l'arbre pour voir si cela arrêterait la mort de l'arbre. Ils cherchèrent dans tout le village une orpheline encore vierge et trouvèrent une jeune fille qui vivait seule à la lisière de la forêt du village. Son nom était Ameya et ses parents et ses frères étaient morts il y a quelques années dans un terrible accident de feu. Ameya avait eu la chance de rester en vie. Sa mère l'avait envoyée à la rivière pour chercher de l'eau lorsque leur maison entière avait pris feu, tuant tous ceux qui s'y trouvaient. Ameya s'était assise dehors en regardant leur maison brûler jusqu'au sol, son cœur se serrant à chaque seconde qui passait alors qu'elle imaginait l'angoisse que sa famille avait ressentie dans l'incendie. Ameya était toute seule, sans famille ni amis dans le village, et les villageois gardaient leur distance avec elle car ils croyaient qu'elle était marquée par le malheur, compte tenu de la manière dont toute sa famille était morte dans un incendie dont l'origine restait inconnue. Les anciens, au cours de leur délibération, décidèrent de sacrifier Ameya à l'arbre parce qu'ils croyaient qu'elle n'avait personne pour la défendre et qu'elle était inutile pour tout le village. N'est-il pas mieux qu'elle meure et rejoigne sa famille de l'autre côté ? Dirent-ils, tout en convenant que personne dans le village ne regretterait Ameya car elle n'avait rien de bon à apporter au village. Ainsi, une nuit, alors qu'Ameya dormait profondément, un groupe de personnes entra dans sa maison, la sortit de son lit et elle se réveilla terrifiée. Elle cria de toutes ses forces, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle lutta pour s'échapper, mais ne put y parvenir. Les hommes étranges la conduisirent devant le grand arbre et Ameya se demanda ce qu'elle faisait là à une heure aussi tardive de la nuit. Elle vit les anciens rassemblés autour de l'arbre et sut qu'ils avaient de mauvaises intentions. Les jeunes hommes attachèrent Ameya au grand arbre et immédiatement, ils remarquèrent quelque chose d'étrange se produire devant leurs yeux. Une grande lumière émanait de l'arbre et ses branches mortes commencèrent à guérir. Tout le monde ouvrit les yeux de stupeur car ils n'avaient jamais vu une chose pareille de leur vie. Voyant que les gens étaient tous concentrés sur l'arbre, Ameya se libéra et courut dans la forêt, prise de peur. Elle courut aussi vite qu'elle le pouvait et les gens la poursuivirent de toute leur force. Ameya s'échappa profondément dans la forêt et continua à courir jusqu'à ce qu'elle n'entende plus le son des villageois haletants. Elle s'assit dans un coin sombre, son cœur battant comme un tambour, épuisée et perdue. Ameya regarda autour d'elle, confuse, essayant de comprendre pourquoi les gens avaient décidé de l'enlever de chez elle. Sachant combien le village était dangereux pour elle, Ameya décida de ne pas retourner chez elle. Elle erra seule dans la forêt, terrifiée, réfléchissant à ce qu'elle devait faire. Cependant, de retour au village, les anciens étaient furieux d'apprendre qu'Ameya s'était échappée. Ils regardaient avec angoisse l'arbre continuer à dépérir sous leurs yeux. Ils se demandaient où pouvait bien se trouver Ameya. Ils cherchèrent dans toute la forêt pendant des jours, mais Ameya restait introuvable. Tout le village était désormais dans un état de confusion et d'inquiétude, car les gens redoutaient ce qui leur arriverait si Ameya n'était pas retrouvée. Alors qu'ils se rassemblaient près de l'arbre, délibérant sur ce qu'il fallait faire, ils entendirent un cri fort venant de la forêt. Un jeune chasseur avait capturé Ameya et la ramenait aux villageois. Tout le monde jubilait en voyant le chasseur s'approcher avec Ameya. Les anciens, sans perdre de temps, se rassemblèrent autour de l'arbre tandis que les jeunes hommes creusaient le sol pour enterrer Ameya vivante. Ils l'attachèrent à nouveau à l'arbre, mais cette fois s'assurèrent qu'elle était bien attachée de manière à ne pas pouvoir s'échapper. Ameya se débattit pour se libérer, mais en vain. Elle cria de toutes ses forces, suppliant qu'on la libère, mais personne ne prêta attention à ses supplications et ils continuèrent à creuser sa tombe. Immédiatement, sous leurs yeux, une grande lumière émana à nouveau de l'arbre. Cette fois, la lumière brillait plus intensément, éclipsant Ameya et aveuglant les villageois qui avaient du mal à regarder à travers la lumière. Après quelques minutes, la lumière s'atténua et les gens furent confrontés à une scène qu'ils n'avaient jamais imaginée possible. Ils virent Ameya détachée, debout à côté d'un homme très beau, qui, ils l'apprirent plus tard, était l'homme piégé dans le grand arbre qu'ils vénéraient. Ameya était pétrifiée, se demandant comment cela était possible. Elle regarda le jeune homme qui la remercia de lui avoir sauvé la vie.
Tout le monde ouvrit la bouche de stupéfaction, car il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Le jeune homme, dont le nom était Fofana, révéla aux villageois qu'il était l'homme mystérieux de l'arbre qui avait retrouvé sa forme humaine. Fofana expliqua que de nombreuses années auparavant, une sorcière très méchante était tombée profondément amoureuse de lui. Elle avait tout essayé pour le faire tomber amoureux d'elle, mais rien de ce qu'elle faisait ne fonctionnait, car son cœur appartenait à une autre. Fofana était tombé profondément amoureux d'une autre femme et s'apprêtait à l'épouser lorsque la sorcière maléfique utilisa son pouvoir pour le transformer en arbre, disant que si elle ne pouvait pas l'avoir, personne d'autre ne l'aurait. Tous les efforts pour redevenir humain furent vains, car il resta piégé dans l'arbre pendant des années, incapable de s'échapper. Il regardait les villageois le vénérer et lui offrir des sacrifices, et souhaitait qu'il puisse le sauver de l'arbre. Il criait à l'aide chaque jour, mais personne ne pouvait entendre ses appels, alors il restait là, espérant qu'un jour il pourrait à nouveau arpenter la terre librement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la sorcière avait limité la durée de sa vie. C'est pourquoi l'arbre commençait à mourir progressivement. Ameya, ne sachant pas ce qui se passait, l'avait sauvé inconsciemment, car ses cris avaient suscité en lui une émotion qu'il n'avait jamais ressentie pour quiconque auparavant. C'était le véritable amour, et c'était la seule chose capable de briser la malédiction de la sorcière. Ameya fut tellement choquée d'entendre cela, car elle ne pouvait pas croire que Fofana était amoureux d'elle. Reconnaissant pour sa nouvelle liberté, Fofana jura de protéger et de rester aux côtés d'Ameya. Alors qu'il parlait, le choc initial d'Ameya laissa place à un profond sentiment de connexion avec Fofana. Malgré les circonstances étranges de leur rencontre, elle ressentit une confiance en lui qu'elle n'avait ressentie envers personne d'autre depuis la mort de sa famille. Tout le village resta sous le choc en regardant l'homme qu'ils avaient vénéré comme un arbre pendant toutes ces années marché parmi eux en tant qu'humain. Ils décidèrent de le faire roi, car leur dernier roi était mort sans héritier et les villageois avaient du mal à trouver un roi digne. Le retour miraculeux de Fofana et sa lignée royale en tant que descendant de l'une des premières familles royales furent vus comme un signe des cieux pour qu'il revendique le trône. Lors de son couronnement, Ameya se tenait à ses côtés alors qu'il lui demandait de devenir sa reine, ce qu'elle accepta. Tout le village jubilait en célébrant leur nouveau roi et leur nouvelle reine. Ameya fut honorée pour son rôle dans le sauvetage du roi et du royaume. Et c'est ainsi que la pauvre orpheline, que les gens croyaient inutile et qu'ils avaient presque enterrée vivante, finit par devenir leur reine. Les gens, réalisant leurs erreurs et l'injustice qu'ils avaient faite à leur reine par le passé, cherchèrent son pardon. Ameya, voyant le remords sincère dans leurs excuses, les pardonna et régna sur eux en tant que reine. La leçon à tirer de cette histoire est que personne n'est inutile dans la vie. Ne rejetez pas une personne à cause de ses circonstances, car aucune condition de vie n'est permanente. Traitez les gens avec respect et soyez gentils avec tous ceux que vous rencontrez, quel que soit leur statut. Maintenant, tu dois venir avec moi, dit-il. Notre enfant appartient à l'océan, et tu dois rester avec moi jusqu'à sa naissance. Avant qu'elle ne puisse réagir, Kémi sentit l'eau monter rapidement le long de son corps, l'entraînant vers les profondeurs. Kémi vivait dans un petit village, sur une île isolée au milieu de l'océan. Pour elle, le monde s'était toujours limité aux frontières de l'île et aux histoires que sa mère lui racontait. Depuis son enfance, Kémi avait entendu parler des sirènes qui vivaient dans les profondeurs de la mer. C'étaient des êtres puissants, beaux et dangereux, capables d'apporter autant de bénédictions que de malédictions aux humains. Sa mère, une femme sage et chef spirituel du village, l'avertissait toujours « Ne suis jamais le chant de la mer la nuit ». Mais, au fil des ans, Kémi devint agité. Son esprit était fort, et sa curiosité grandissait chaque jour. Elle ressentait une attirance inexplicable pour les eaux profondes. Il y avait quelque chose au-delà des légendes, quelque chose qui l'appelait, un secret caché sous les vagues. Un après-midi, alors qu'elle se promenait sur les plages désertes au coucher du soleil, Kémi sentit un frisson parcourir son dos. Le vent apporta avec lui un doux murmure, comme une vieille chanson qui semblait venir des profondeurs de l'océan. Les sons semblaient parler directement à son cœur. Sans s'en rendre compte, ses pieds la conduisirent jusqu'à l'eau. Au crépuscule, alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel et que la lune se reflétait sur les eaux calmes, Kémi se tenait au bord de la plage, écoutant la mélodie hypnotisante de l'océan. Soudain, quelque chose émergea des eaux. Un homme à la peau sombre et aux yeux profonds se leva devant elle, comme si la mer l'avait créé. Il était différent de tout ce que Kémi avait vu auparavant. Grand, fort et séduisant, sa présence était irrésistible. Il semblait humain, mais il y avait en lui quelque chose d'indéniablement mystique,
comme si l'océan l'avait façonné à son image. « Kémy, dit-il, d'une voix douce et envoûtante. Je suis Abazi, et je connais l'appel que tu ressens. Tu appartiens aux eaux, tout comme moi. » Surprise d'entendre son nom, Kémy hésita. Abazi était beau et énigmatique, sa voix était comme une chanson qui apaisait ses doutes et nourrissait ses désirs les plus profonds. Elle se sentait hypnotisée, comme si elle était prisonnière d'un rêve. Les avertissements de sa mère et les histoires sur les sirènes et leurs enchantements furent ignorés. Elle s'approcha de lui, incapable de résister à l'attraction. Cette nuit fut un tourbillon d'émotions et de sensations. Abazi l'entoura d'une étreinte tendre, et l'océan autour d'eux semblait pulser avec leur cœur. Elle se laissa emporter par le moment, par l'homme et par la magie qui semblait la remplir. Mais, lorsque le soleil commença à apparaître à l'horizon, il disparut aussi mystérieusement qu'il était apparu, laissant Kémy seule sur la plage, avec le goût salé de la mer encore sur ses lèvres. Quelques jours plus tard, Kémy commença à se sentir différente. Au début, elle pensa que c'était la fatigue causée par l'agitation des événements récents. Cependant, au fil des jours, les signes devinrent clairs, elle était enceinte. Le choc fut immense, et la peur commença à l'envahir. Elle ne savait pas comment expliquer à sa famille ce qui s'était passé, ni comment faire face à la nouvelle vie qui grandissait en elle. Ce soir-là, Kémy retourna à la plage, désespérée d'obtenir des réponses. Elle appela Abazi, terrifiée par ce que sa grossesse pourrait signifier. Il apparut à nouveau, comme s'il avait ressenti son angoisse. Cependant, cette fois, son visage était plus sérieux, presque sombre. « Tu portes mon enfant, Kémy, dit-il d'une voix calme mais ferme. Il n'est pas un enfant ordinaire. Il est le fils de l'océan, destiné à apporter l'équilibre entre les humains et les eaux, ou la destruction des deux mondes. Son existence est déjà écrite dans les profondeurs. » Ces mots remplirent Kémy de terreur. Elle tenta de protester, disant qu'elle ne voulait pas faire partie d'une prophétie ou d'un destin qui lui était imposé. Cependant, Abazi, imposant et déterminé, l'attira doucement vers l'eau. « Maintenant, tu dois venir avec moi, dit-il. Notre fils appartient à l'océan, et tu dois rester avec moi jusqu'à ce qu'il naisse. » Avant qu'elle ne puisse réagir, Kémy sentit l'eau monter rapidement sur son corps, l'entraînant dans les profondeurs. En quelques secondes, elle fut enveloppée par les eaux sombres du royaume sous-marin d'Abazi, le monde des sirènes que sa mère craignait tant. Elle tenta de se débattre, de crier, mais en vain. Les courants étaient forts, et le contrôle d'Abazi sur elle semblait absolu. Kémy se retrouvait maintenant prisonnière dans un palais de coraux et de pierres précieuses, caché dans les profondeurs de l'océan. Au début, elle fut éblouie par la beauté de ce monde sous-marin. Des créatures magiques, des poissons lumineux et des courants doux qui la transportaient d'un endroit à un autre. Mais bientôt, l'enchantement se dissipa. Elle réalisa qu'elle était prisonnière, séparée de sa famille et de sa vie précédente. Abazi, malgré son charme initial, se révéla possessif et autoritaire, déterminé à la garder captive jusqu'à la naissance de leur enfant. Les jours devinrent longs et silencieux, et Kémy commença à ressentir une angoisse croissante. Elle se demandait ce qui arriverait après la naissance de l'enfant. Abazi croyait-il vraiment à la destruction qu'il annoncerait? Ou serait-elle capable de changer le cours de cette prophétie? Alors qu'elle errait seule dans les vastes couloirs du palais sous-marin, Kémy commença à avoir des visions mystérieuses, comme si l'océan lui-même essayait de lui montrer quelque chose. Au plus profond de la nuit, alors qu'elle dormait, Kémy voyait des éclairs de l'avenir, des images de la naissance de son enfant, de la destruction, du chaos. Des villes humaines s'enfonçaient dans l'océan, et des créatures marines attaquaient la surface. Mais parmi ces visions sombres, elle apercevait aussi une lueur, une possibilité différente, où son fils était un médiateur entre les deux mondes, apportant la paix au lieu de la guerre. Elle savait qu'elle devait se battre pour protéger son fils et garantir que l'avenir ne serait pas le désastre qu'Abazi prophétisait. Kémy était maintenant confinée dans les profondeurs de l'océan, prisonnière du palais sous-marin d'Abazi. Le royaume était d'une beauté troublante. Les murs du palais étaient faits de coraux brillants et d'algues dansantes, tandis que des créatures exotiques nageaient autour, leur corps illuminé de couleurs que Kémy n'avait jamais vues. Bien que tout autour d'elle fût majestueux, le sentiment d'emprisonnement était accablant. Elle passait ses journées à errer dans les couloirs silencieux, où les eaux tièdes semblaient l'étouffer. Malgré toute la grandeur qui l'entourait, Kémy ressentait un manque profond du ciel, du sol ferme sous ses pieds, plus que tout, de sa famille. Elle se demandait s'il savait où elle se trouvait et si quelqu'un viendrait la sauver. Abazi la visitait régulièrement, surveillant sa grossesse, essayant de la convaincre que sa place était là, au fond de la mer, à élever le fils de l'océan, l'enfant destiné à accomplir l'ancienne prophétie. Son ton était toujours calme, mais il y avait une intensité dans ses yeux qui rendait Kémy de plus en plus inquiète. « Notre fils sera puissant, Kémy, » disait-il lors d'une de ses visites, observant son ventre grandissant. « Il unira l'océan et la terre ou détruira les deux.
Le destin est déjà scellé. Tu devrais être fier de faire partie de quelque chose d'aussi grandiose. Kémy ne savait pas si elle devait ressentir de la peur ou de la révolte. Elle ne voulait pas faire partie d'une prophétie qui promettait destruction, mais les courants de l'océan semblaient plus forts que sa volonté de résister. Elle ne savait pas encore comment, mais elle était déterminée à protéger son enfant de tout destin sombre qu'Abazi croyait lui être réservé. Alors que Kémy dormait, l'océan commençait à lui révéler des secrets à travers des visions. Au début, les images étaient confuses et fragmentées. Elle voyait des éclairs de la naissance de son enfant, suivis du chaos, des vagues gigantesques dévastant des villes, les mers montant et engloutissant des villages côtiers, et des créatures marines surgissant des profondeurs pour attaquer les humains. Mais il y avait autre chose, une image d'espoir. Dans l'une de ces visions, Kémy vit son fils en jeune homme, debout entre deux mondes, l'océan et la terre. Il ne détruisait pas, mais jouait un rôle de médiateur. Humains et créatures marines étaient côte à côte, en paix. Était-ce une alternative au terrible destin qu'Abazi mentionnait? Ses visions commencèrent à la tourmenter. Pendant la journée, Kémy errait dans le palais, hantée par l'idée qu'elle était en train de porter un enfant destiné à provoquer la fin du monde. La nuit, elle se réveillait en sueur, incapable de distinguer si ses rêves étaient de simples cauchemars ou des avertissements. Elle devait prendre une décision, lutter contre Abazi et son destin, ou accepter que son enfant accomplirait la terrible prophétie. Un jour, après une visite particulièrement troublante d'Abazi, Kémy décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle était certaine qu'elle devait fuir, non seulement pour se sauver elle-même, mais pour s'assurer que son enfant naisse libre des chaînes du destin que l'océan tentait d'imposer. Elle observait les gardiens du royaume sous-marin, des créatures mystérieuses qui obéissaient aveuglément à Abazi, et cherchait une faille dans leur système de surveillance. Une nuit d'obscurité profonde, lorsque les eaux autour du palais étaient calmes, Kémy tenta sa fuite. Elle descendit l'un des tunnels de corail qu'elle avait mentalement cartographiés, nageant aussi vite qu'elle le pouvait, son corps lourd de grossesse et son cœur battant à toute allure. Elle suivait la lumière pâle venant de la surface, sentant l'air plus proche à chaque mouvement. Cependant, sa fuite fut interrompue par des forces dépassant son entendement. Alors qu'elle nageait vers la liberté, Kémy fut entourée par les esprits de l'océan, des êtres anciens qui habitaient le royaume des eaux bien avant Abazi. Ces esprits étaient presque invisibles, mais leur présence se faisait sentir à travers la vibration de l'eau autour d'elle. Des voix douces, mais imposantes, commencèrent à parler dans son esprit. « Tu ne peux pas fuir ton destin, Kémy », murmurèrent les voix des esprits, comme s'ils faisaient partie des courants marins. Le fils de l'océan a un rôle à jouer, et c'est à toi de décider s'il sera la destruction ou le salut. Kémy tenta de répondre, d'expliquer qu'elle ne croyait pas en cette prophétie, mais les esprits étaient implacables. Le destin ne peut être évité. Mais toi, Kémy, tu as le pouvoir de le modeler. L'avenir n'est pas gravé dans la pierre, mais dans les choix que tu fais maintenant. Avec ces paroles, les esprits disparurent dans les ombres des profondeurs, laissant Kémy flotter dans l'obscurité. Désespérée, elle réalisa que fuir physiquement ne résoudrait pas ses problèmes. Pour protéger son enfant, elle devait affronter Abazi et trouver un moyen de changer l'avenir. Tandis que Kémy luttait dans son captivité sous-marine, sa famille, à la surface, se mobilisait aussi. Sa mère, chef spirituel du village, avait commencé à avoir des rêves troublants sur sa fille et un royaume aquatique. Elle savait que Kémy était en danger. Avec sa sœur cadette, une jeune guerrière déterminée, la famille chercha de l'aide dans les traditions anciennes de l'île. La mère de Kémy consulta les anciens, des sages qui connaissaient bien les légendes sur les êtres de l'océan. Ensemble, ils réalisèrent des rituels d'invocation pour contacter les esprits de la terre et de la mer. L'une d'elles, une ancienne prêtresse de l'océan, révéla la vérité sur Abazi et le royaume sous-marin où Kémy était prisonnière. Abazi est un gardien de l'océan, mais il est aussi prisonnier des prophéties qui protègent les profondeurs, dit la prêtresse. Si vous souhaitez sauver Kémy, vous devrez affronter l'océan lui-même. La sœur de Kémy, impétueuse et courageuse, décida qu'elle ferait tout pour sauver sa sœur. Avec une petite équipe de guerriers du village, elle planifia un voyage vers le royaume sous-marin. Utilisant un artefact magique de l'île, qui permettait aux humains de respirer sous l'eau pendant une courte période, elle partit pour une dangereuse mission de sauvetage. Tandis que la sœur et la mère de Kémy se préparaient pour le sauvetage, le temps pressait. La grossesse de Kémy avançait, et les visions d'un futur sombre pour son fils s'intensifiaient. La tension montait dans le royaume sous-marin, et Kémy savait que le moment d'affronter Abazi approchait. Elle ne pouvait plus attendre passivement. Le temps passait, et Kémy ressentait de plus en plus le poids de sa grossesse. Abazi lui rendait visite tous les jours, plus vigilant que jamais, comme s'il savait que quelque chose était sur le point de se produire. Il ne cherchait plus seulement à la convaincre du destin de leur enfant, mais semblait de plus en plus préoccupé par l'influence que Kémy pourrait avoir sur lui. Son discours, autrefois confiant,
portait désormais des traces d'insécurité. « Tu ne comprends pas, Kémy, » dit Abazi une nuit, alors qu'il l'observait se reposer. « Le monde des humains n'acceptera jamais notre enfant. Ils le craindront, comme ils craignent tout ce qu'ils ne comprennent pas. Il sera le pont entre deux mondes, mais ce pont peut être brûlé par l'ignorance des hommes. » Kémy, qui avait réfléchi aux visions qu'elle avait eues, plongea son regard dans celui d'Abazi, cherchant un doute. Elle savait qu'il croyait à ce qu'il disait, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas laisser le destin de son enfant être décidé par la peur. « Tu as tort, Abazi, » répondit-elle d'une voix ferme. « J'ai vu l'avenir, mais j'ai vu plus que la destruction. J'ai vu une possibilité de paix. Notre enfant peut être bien plus qu'un instrument de guerre entre les mondes. Il peut être un médiateur, celui qui apportera l'harmonie. » Abazi secoua la tête avec impatience. « Tu penses pouvoir changer ce qui est écrit ? Moi aussi, j'ai eu de l'espoir, Kémy. Mais l'océan demande des sacrifices, et le destin de notre enfant est scellé. Il apportera la destruction parce que c'est ce dont le monde a besoin. Les eaux doivent régner sur la terre, et il sera le catalyseur. » Kémy se leva avec difficulté, ses yeux remplis de détermination. « Je ne crois pas à cela. Je ne permettrai pas qu'il soit utilisé comme une arme, ni par toi, ni par l'océan. » La tension entre eux atteignit son paroxysme. Abazi, pendant un instant, montra une certaine fragilité, comme s'il remettait en question ses propres paroles. Mais avant que Kémy ne puisse essayer de le convaincre davantage, elle ressentit une vive douleur, un signe que le moment de l'accouchement approchait. Pendant ce temps, à la surface, la famille de Kémy se préparait à l'incursion dangereuse dans le royaume sous-marin. Sa sœur, à la tête d'un petit groupe de guerriers du village, atteignit la côte. Avec elle, se trouvait la mère de Kémy, qui portait un ancien artefact de l'île, un bijou ancestral permettant à ses porteurs de respirer sous l'eau pendant un court laps de temps. Ils savaient que leur mission était risquée, mais l'amour pour Kémy les poussait à avancer. En entrant dans la mer, le groupe sentit la résistance des eaux, comme si l'océan lui-même était conscient de leur présence et tentait de les repousser. Les courants étaient forts, et l'obscurité semblait envelopper tout autour. Le bijou brillait d'une douce lueur, éclairant leur chemin tandis qu'ils descendaient de plus en plus profond. Des créatures marines les observaient de loin, certaines curieuses, d'autres menaçantes. Guidés par la connexion spirituelle de la mère de Kémy, ils atteignirent enfin le royaume d'Abazi. Le palais sous-marin était encore plus imposant que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Des coraux scintillants et des poissons lumineux nageaient en harmonie autour des immenses colonnes, créant une vision surréaliste. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter. S'approchant furtivement des couloirs du palais, la sœur de Kémy localisa la prison où elle était enfermée. Mais avant qu'ils ne puissent avancer, ils furent interceptés par les gardiens du royaume sous-marin, des êtres anciens et puissants, mi-humains, mi-créatures marines. La bataille éclata. Les guerriers du village luttèrent avec bravoure, utilisant les armes et la magie de l'île, tandis que la sœur de Kémy, déterminée, avançait vers la cellule de sa sœur. La mère de Kémy, observant tout cela avec la sérénité de quelqu'un qui comprenait le pouvoir de l'océan, invoqua les esprits ancestraux pour les aider au combat. Les courants d'eau autour d'eux commencèrent à changer de direction, comme s'ils obéissaient à sa volonté. À l'intérieur du palais, Kémy traversait une crise profonde. Les douleurs de l'accouchement la rendaient vulnérable, et ses visions de l'avenir se faisaient de plus en plus intenses. Elle voyait le chaos qui pourrait être déclenché si son enfant était utilisé comme une arme. Mais elle voyait aussi le pouvoir qu'il pourrait avoir pour unir deux mondes toujours en conflit. Abazi, déchiré entre son rôle de gardien de l'océan et ses sentiments pour Kémy, restait à ses côtés. Il voulait la protéger, mais croyait fermement que leur fils était destiné à accomplir la prophétie. Soudain, le bruit de la bataille résonna dans les couloirs. Kémy savait que sa famille était proche, tentant de la sauver. Pourtant, elle savait aussi que fuir ne résoudrait pas ses problèmes. Si elle et son fils revenaient à la surface sans résoudre le dilemme qui les entourait, la prophétie pourrait se réaliser de manière encore plus dévastatrice. Kémy, malgré la douleur, prit sa décision. Elle regarda Abazi dans les yeux et, d'une voix tremblante mais résolue, déclara « Le destin n'est pas gravé dans la pierre. Je choisis l'avenir de mon fils. Il ne sera pas la destruction. Il sera le pont entre nos mondes. » À cet instant, les eaux autour de Kémy commencèrent à s'agiter, comme si elles répondaient à la force de sa volonté. Les esprits de l'océan, ceux qui l'avaient averti de l'impossibilité d'échapper au destin, réapparurent autour d'elle. Mais cette fois, ils étaient silencieux, observant, attendant de voir comment le choix de Kémy changerait le cours des événements. Alors que l'accouchement approchait, Kémy ressentit une étrange énergie parcourir son corps, comme si l'océan lui-même était connecté à elle et à l'enfant. Abazi, observant la scène, fut envahi par un profond doute. Il s'éloigna, permettant à Kémy de prendre le contrôle de la situation. Au paroxysme de l'histoire,
Kémy donna naissance à leur fils, entouré par l'énergie de l'océan et de la terre. Le bébé naquit au milieu d'une explosion de lumière et d'eau, et tous, dans le royaume sous-marin, ressentirent l'impact de son arrivée. Le pouvoir du fils de l'océan était indéniable, mais contrairement à la destruction redoutée, sa présence sembla stabiliser le chaos environnant. Sa sœur et sa mère atteignirent enfin le lieu, et virent Kémy tenant le nouveau-né dans ses bras. Abasie, en silence, observait de loin. La guerre entre les deux mondes semblait avoir été interrompue par la naissance de cette nouvelle vie. Les esprits de l'océan parlèrent à nouveau, mais cette fois avec une nouvelle perspective. L'avenir a été modifié. Le fils de l'océan ne sera pas la destruction, mais l'espoir. Kémy, épuisée, regarda sa famille et Abasie. Elle savait que la paix entre les deux mondes était possible, mais fragile. Un nouvel accord serait nécessaire pour que les humains et les êtres de la mer coexistent sans crainte. Notre fils n'appartient à aucun monde en particulier, dit Kémy, regardant Abasie droit dans les yeux. Il sera le pont entre l'océan et la terre, mais seulement si nous travaillons ensemble pour assurer cela. Grâce au pouvoir de Kémy et à la naissance du fils de l'océan, une trêve fut établie entre les êtres de la mer et les humains. Abasie, toujours gardien de l'océan, accepta le nouveau chemin tracé par Kémy et promit de protéger la paix qu'elle avait instaurée. Kémy retourna à la surface avec son fils et sa famille, mais avec une nouvelle compréhension du monde qui l'entourait. Elle savait que la lutte pour maintenir la paix entre les deux mondes serait constante, mais elle était prête à relever ce défi. Le royaume sous-marin resta un mystère pour les humains, mais les histoires de Kémy, de l'île et du fils de l'océan vivraient à travers les générations, comme un rappel que le destin peut être façonné par ceux qui ont le courage de défier l'impossible.